Alors, il est 6h10. Il est 6h10, donc je pense qu'on peut déjà commencer. Bah, on va attendre quelques 2 minutes de plus pour voir s'il y aura une personne de plus. Mais en attendant, je vais prendre 2 ou 3 personnes pour me dire ce que vous attendez en fait de cette session-là. Donc, parce qu'il y a un volontaire, sinon je choisis. Euh, Est-ce que vous vous attendez à quelque chose de particulier ou voilà, pour cette séance-là? Alors, je vais choisir Emmanuel. Emmanuel, tu peux me dire, par exemple, si tu t'attends à quelque chose de spécial, quelque chose qui peut t'aider dans ton travail ou voilà, peu importe. Oui, effectivement. Ouais, Mhm. le thème m'a tout de suite accroché parce que en tant que chef d'équipe, euh, non, pas chef d'équipe, parce que j'ai plusieurs chefs d'équipe en dessous de moi qui, qui suivent plusieurs projets. Il faut que je puisse savoir quels sont les... Je m'attends à voir quelques indicateurs qui vont me dire si telle ou telle équipe plus performant que l'autre, il respecte euh, les attentes. Mhm. Euh, voilà, en gros, c'est à quoi je m'attends. OK. Bah, c'est sûr que lorsque tu as plusieurs équipes sous toi, c'est compliqué de faire le suivi détaillé. Mais comme Oui, tu le dis, avec certains indicateurs, on est capable de prendre des décisions rapidement ou de voir si tout va bien ou tout va mal. Et exact. c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je pense il est 6h08, on va déjà commencer. D'accord. Alors, bah, tout d'abord, bienvenue à vous. Si vous souhaitez, si vous pouvez ouvrir votre caméra, ça serait intéressant. Ça permet d'être beaucoup plus interactif. Donc, bienvenue à cette séance-là où nous allons voir en fait les métriques agiles, voilà, qui vont permettre en fait de renforcer les performances de vos équipes. Alors, j'étais en train de faire la préparation. Malheureusement, on ne peut pas parcourir l'ensemble des métriques en détail, mais on verra euh, euh, certaines métriques et bah, on va donner en fait un aperçu des autres métriques et puis en fonction de cela, bah, vous aurez une idée de comment vous pouvez en fait améliorer les performances de vos équipes, comment vous pouvez en fait faire le suivi hein, des performances de vos équipes. Alors, avant de commencer, j'ai prévu un petit questionnaire qui va me permettre en fait de voir avec qui, voilà, quels sont vos profils et puis à peu près quel est votre niveau de connaissance par rapport aux métriques. Et bah, on va démarrer. Donc, vous êtes déjà habitués, à moins qu'il y en a qui n'ont jamais assisté à à un atelier. Mais c'est simple à faire. Il suffit de scanner ce code QR. Je vais aussi vous fournir le lien. Je vais juste arrêter le temps de vous fournir le lien. Je copie ça là et je repartage. Alors, je vais mettre le lien dans le chat, puis dans le groupe WhatsApp. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de scanner le code QR, il vous suffit de cliquer sur le lien et puis vous aurez accès au questionnaire. Donc, c'est simple. Quels sont vos rôles actuels au sein de votre entreprise? Est-ce que vous êtes des développeurs d'applications, des chefs de projet, des product owners? Voilà, quel rôle jouez-vous
Exactement. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. On va trouver une solution à ça. Alors, pendant que vous faites ça, je vais me chercher de l'eau et je reviens dans quelques secondes. Alors, formateur, chef de projet. OK. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Mhm. Étudiant. OK. Cybersécurité. D'accord. Intéressant de voir autant de rôles diversifiés. Euh, OK, directeur technique, product owner. Oh, il y a un product owner parmi nous. Est-ce que je peux savoir c'est qui? OK. OK, bah c'est super de voir autant de rôles diversifiés. C'est intéressant. Ça permet en fait d'avoir des points de vue diversifiés. Alors, tout au long de la séance, n'hésitez pas à m'arrêter à tout moment. L'objectif de ces sessions-là, de ces ateliers-là, c'est d'échanger, de se partager des connaissances et puis voilà, nos expériences également. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter à tout moment et à me poser des questions ou voilà, à partager ce que vous savez ou ce que vous avez vécu au sein de votre entreprise. Donc, on va passer à la question suivante. Alors, quelle métrique utilisez-vous le plus souvent? Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des métriques? Si oui, quelles sont les métriques que vous avez l'habitude d'utiliser pour pouvoir faire le suivi de performance? Cette question-là, j'imagine que c'est plus pour les chefs de projet, euh, voilà, les chefs d'équipe, le directeur technique, le product owner peut-être, oui, le product owner aussi. Voilà, OK. Un tableau Excel, bah, oui. L'avantage avec le tableau Excel, c'est que bah, on peut on peut en faire ce qu'on veut. Donc, peu importe le suivi qu'on souhaite faire, en fait. Donc, ouais. OK. Bah, disons que ça, c'est plus des outils, tableau de bord des tâches réalisées et les tâches restantes. OK. OK. Bah, c'est intéressant de voir. Tableau Excel, Microsoft Project, c'est des outils.
donc qui permet de faire des choses beaucoup plus spécifiques en fonction de ce que vous voulez. Donc, c'est correct. Alors, je pense qu'on va passer à la prochaine étape s'il n'y a plus de... Ok, Gérard, je vois Gérard dans le coin ici. Et il a disparu, c'est bizarre. Okay. Bah, on va continuer. La dernière question. Selon vous, c'est quoi la vélocité? Si vous pouvez aussi prendre la parole et puis vous exprimer directement plutôt que de saisir ça. Donc, alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la vélocité, à quoi ça sert et tout? Bonjour Ulrich, Bonjour. je suis Yao Arnaud. Ah, salut Euh, Arnaud. pour moi, la vélocité, c'est le nombre de tâches qu'une équipe peut exécuter pendant un temps. Hein. Voilà, donc si je dis n'importe quoi, si pendant une semaine, elle a exécuté 5 tâches, l'autre semaine 10 tâches, en fait, c'est ce cumul-là jusqu'à la fin du projet qu'on pourra, ou bien c'est ce cumul-là qui permet de pouvoir faire la moyenne des tâches qu'on puisse exécuter pendant une période. Ok, intéressant. Ok, bah c'est ça, c'est exactement ça. Mais on va voir ça en détail tout à l'heure, des spécificités, des choses beaucoup plus précises, mais c'est presque ça. La vitesse de réalisation d'un projet, oui, c'est toujours ça également. C'est toujours une vitesse de réalisation d'un projet. On verra ça en détail tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? J'aurais bien aimé savoir c'est qui le product owner, pour savoir comment, si il a déjà utilisé la vélocité pour pouvoir faire certains suivis au sein de son équipe. Ok, bah, on va y aller. Je pense que c'est la dernière question. Ok. Alors, je vais fermer ça. Alors, nous allons poursuivre cette session avec la vélocité. C'est pour cela d'ailleurs j'ai posé la question directement. Nous allons voir en détail ce que c'est que la vélocité et comment la vélocité peut nous aider à faire des prévisions, ok? Peut nous aider à faire des prévisions, peut nous aider à estimer la performance de l'équipe, voilà, l'évolution de cette performance-là, comment on peut l'améliorer et ainsi de suite. Bien sûr, il y a d'autres métriques qu'on va essayer de voir, pas vraiment en détail, mais voilà. Alors, avant de continuer, c'est bizarre que ma photo ne soit pas présente. Enfin, bref. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'imagine que la plupart d'entre vous me connaissez déjà. Moi, je suis Ulrich Kouka. Donc, je suis ingénieur génie logiciel de formation. Je suis vite tombé amoureux de la gestion de projet, des méthodes de gestion très rapidement, dès mes premières expériences. Et, euh, et cela a été motivé par ce que j'ai observé sur le terrain, notamment lorsque je faisais mon stage de fin de formation pour le parcours master au CIC. Je me suis rendu compte en fait que on négligeait un peu trop les méthodes de gestion parce que dans ce contexte-là, on avait réalisé un projet, on avait des clients qui étaient prêts en fait à euh, récupérer le projet, c'est-à-dire voilà, à prendre le projet, d'accord, et à l'utiliser, mais on n'arrivait pas à les satisfaire parce qu'on n'était pas organisé, ok? On n'était pas organisé, on courait dans tous les sens, on essayait de satisfaire tout le monde au même moment. Alors que l'équipe, on était en ce moment 5, on était 5. Il y avait une application mobile, il y avait une application web,
et il y avait des TPE pour pouvoir faire des opérations sur le terrain. Donc, on essayait de satisfaire tout le monde et c'était en quelque sorte le chaos en fait. On arrivait à satisfaire le client principal qui était une grande, qui est en fait toujours, qui est une grande microfinance au Togo. Mais il y avait d'autres microfinances en fait qui essayaient de, voilà, de se procurer la même application et on avait du mal à les satisfaire parce que on n'était pas organisé. Il y avait des centaines, des centaines. J'étais, euh, j'étais étonné de voir qu'il y avait autant de microfinances au Togo, surtout dans des églises, dans des assemblées de Dieu et tout. Donc, même en dehors du Togo, il y avait des demandes, c'est-à-dire au Burkina et ainsi de suite. Donc, mais on n'était pas assez organisé. On voulait satisfaire tout le monde au même moment. Donc, on faisait les prospections, on faisait les livraisons, on faisait le développement. La même équipe faisait tout au même moment. Donc, c'était très, très, très compliqué. Donc, ça m'a amené en fait à me poser des questions et c'est là que j'ai découvert en fait le Scrum. Ok, j'ai découvert le Scrum, j'ai aussi découvert le PMP. Mais je me suis rendu compte que le Scrum était destiné effectivement à tout le monde, même si c'est pas dans le milieu professionnel, même si c'est euh, voilà, c'est-à-dire euh, à la maison, que ce soit à l'école, voilà, il y a des notions du Scrum que tu peux utiliser. Donc, je me suis intéressé à ça et j'ai fini par me certifier. Et une fois certifié, j'ai voulu pousser le bouchon un peu plus loin. Je me suis certifié au PMP et j'ai continué toujours. Donc, je me suis certifié au PSM2, au PSM1 d'abord, avant le PSM2, le PSPO1, le PSK. Et voilà, une fois au Canada ici, je suis arrivé, ça fait 2 ans, je pense. J'ai découvert le CIF. C'est quelque chose que je connaissais, mais dont j'entendais parler et puis j'avais lu quelques trucs là-dessus. Je me suis intéressé au CIF et puis j'ai été curieux de savoir ce que c'est. Donc, pour ceux qui connaissent le CIF, c'est le Scrum à l'échelle, en fait, pour les grandes entreprises où il y a plusieurs équipes, où il y a des centaines de personnes qui travaillent ensemble sur le même projet. Donc, là également, j'ai commencé à me certifier et je suis arrivé au RTE, pour ceux qui connaissent. Donc, voici en quelque sorte mon parcours professionnel. Je suis toujours dans la tech. OK, je suis toujours dans la tech, mais je m'intéresse, disons que je suis passionné par les méthodes de gestion. Alors, est-ce que vous avez des questions, par exemple? Est-ce que les certifications que vous voyez là, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par ces certifications et qui aimeraient les avoir? Bonjour, pour ne pas dire Arnaud Yao toujours. Mhm. Moi aussi, effectivement, bon, je me présente un peu, hein. Je suis aussi ingénieur de formation. Bon, je suis en train de rentrer un peu dans la gestion de projet. J'ai la certification PSM1. J'ai eu le PMP il n'y a pas longtemps, ça fera environ 2 mois maintenant. Bon, je continue hein, d'apprendre et puis bon, de m'intéresser toujours à ces. Super. Alors, je n'ai pas fait l'exercice de présentation parce que c'est quelque chose que j'ai fait durant les premières sessions. Donc, je n'ai pas fait. Je pense que la plupart d'entre vous ici, vous vous connaissez. Bah, je pense bien. Donc, enchanté Arnaud. Ce qui est fascinant dans les méthodes de gestion, c'est que quand on pense connaître, on se rend compte que bah, on ne connaît pas finalement grand-chose parce que il y a plusieurs façons de faire la même chose. Et bah, on finit par découvrir plein de choses. On finit par être assoiffé de connaissances des méthodes de gestion parce que surtout nous sommes dans un monde dans un monde en fait qui évolue très vite, surtout avec les technologies, l'intelligence artificielle. Les choses évoluent très vite. Une chose qui était valable aujourd'hui ne sera plus valable demain. Et parfois, il est important de rester connecté à cette évolution-là pour pouvoir évoluer avec elle. Donc, enchanté et puis bienvenue.
Alors, pour la petite information, il y a une formation sur le PMP qui est prévue, OK, du mois de juillet au mois de décembre. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi et puis je vais vous fournir en fait les détails de cette formation-là. Alors, on va continuer. Alors, la vélocité, c'est quoi? Tout à l'heure, vous avez parlé du nombre de tâches réalisées versus, voilà, disons, versus le nombre de tâches entrées. C'est à peu près ça. C'est une façon aussi de voir l'évolution de ce que vous réalisez au sein de votre projet. Mais pour faire simple, OK, pour faire simple, la vélocité commence par un pointage. Il y a quelque chose qui se fait au sein des équipes agiles, c'est que on a la possibilité de pointer, disons, la tâche, OK, la tâche que vous êtes en train de réaliser. Et ce pointage-là permet d'identifier en fait la complexité de cette tâche-là. Donc, pour ce faire, on utilise la suite de Fibonacci, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est-à-dire la somme, enfin, le nombre suivant est égal à la somme des deux nombres précédents. C'est-à-dire que, je prends l'exemple 1, on prend 0, 1, le nombre qui suit, c'est 1, parce que 0 plus 1, ça fait 1. Ensuite, le nombre qui va suivre, c'est 2, parce que 1 plus 1, ça fait 2. Et le nombre qui va suivre encore, c'est 3, parce que 1 plus 2, ça fait 3, ainsi de suite. Donc, cette suite-là est idéale, en fait, pour représenter la complexité d'une tâche, hein, parce que elle se suit sans répétition, OK? Elle se suit sans répétition et les écarts entre les chiffres permettent d'identifier une bonne complexité de la tâche. C'est-à-dire, plus on commence à grimper et plus la différence entre les chiffres est grande. Donc, ça permet de vraiment visualiser si vraiment cette complexité-là, si cette tâche-là vaut cette complexité-là, OK? Donc, en général, on utilise en fait, moi, dans mon équipe actuellement, nous utilisons Slack, OK, pour pouvoir faire le pointage. Mais il y a beaucoup d'autres outils. Il y a le jeu de cartes qui permet de faire ce pointage-là de tickets, c'est-à-dire que au sein de l'équipe, si vous êtes 5, par exemple, chaque personne tient une carte, tient plusieurs cartes avec les différents pointages. Vous présentez le ticket ou la tâche en question et chacun vote, OK? Chacun sort le pointage, OK? Le pointage au même moment et on essaie de voir si il y en a qui peuvent estimer que la tâche, elle est facile à réaliser, donc la tâche vaut 1. Il y en a qui peuvent estimer que la tâche vaut 2. Il y en a qui peuvent estimer que la tâche est difficile à réaliser, donc elle vaut 3 ou 5. Donc, une fois qu'on vote, ensuite, on discute en fait pour pouvoir s'accorder sur quelque chose. Et on peut voter en fait sur une tâche plusieurs fois pour en fait s'entendre sur une complexité. OK? Et parfois aussi, ça dépend de la personne qui réalise en fait la tâche en question. Parce que si c'est une personne qui est habituée à la tâche et puis qui maîtrise la tâche, c'est moins complexe à elle que une personne qui n'a pas l'habitude de le faire. Donc, l'objectif de ça, c'est que au départ, il y aura des différences, OK? Il y aura des différences lorsque vous allez noter une tâche, mais à la longue, il y aura une cohérence parce que vous devenez mature, vous maîtrisez votre environnement, vous savez quel genre de ticket vous avez et tout. Alors, pour la petite histoire, moi, dans mon équipe actuelle, il arrive même qu'on ne vote pas parce que quand on voit une tâche, on sait directement combien on peut lui allouer. Et on est à peu près, on est 6 au sein de l'équipe et tout le monde est d'accord. Tu vois, tout le monde est d'accord. Donc, on a certains principes qui nous permettent, en fait, de savoir que une tâche qui nécessite peut-être un déploiement, qui nécessite changement de code,
plus déploiement, plus suivi du client et tout, bah, cette tâche-là, disons que ça vaut 2, par exemple, ou bien disons que ça vaut 5, par exemple. Donc, euh, une fois que vous allez atteindre un niveau de maturité, vous serez synchro au sein de l'équipe. Et ça permet en fait d'être beaucoup plus cohérent, de ne pas avoir une variation d'une tâche, une grande variation d'une tâche à une autre avec le même niveau de complexité. Donc, ça, c'est la première des choses, voter les tâches. OK? Ça, c'est la première des choses. Les outils comme Jira ou Azure DevOps vous proposent de mettre, vous allez voir qu'il y a toujours un endroit où on peut mettre le story points. OK? Donc, une fois que vous votez cela, vous allez travailler tout au long d'un sprint. Supposons que vous avez un sprint d'un mois. OK? Une fois que vous allez travailler tout au long d'un sprint d'un mois et que vous allez faire votre livraison de ce sprint-là, l'ensemble des tâches qui ont été livrées ou bien qui ont reçu la notation en fait, qui respectent la definition of done. OK? Donc, ça dit que cette tâche-là respecte l'ensemble des éléments inclus dans la definition of done. Si, par exemple, dans la definition of done, vous avez dit que euh, pour que la tâche soit marquée, ça dit fait ou respecte la definition of done, il faut que la tâche soit testée par le client, OK, validée par le client, bah, d'abord déployée, bien sûr, déployée, testée par le client, validée par le client, ça va être transféré, par exemple, en QA pour que le QA fasse ses tests. C'est des exemples que je donne, hein, et que c'est livré en production. Ça peut être ça ça peut être entre guillemets, ça peut être ça votre définition of done. Donc, une fois que cette tâche respecte toute cette procédure-là, OK, on considère que le pointage rentre dans la vélocité de ce sprint-là, OK. Donc, à la fin du mois, on rassemble l'ensemble, ça doit faire la somme plutôt, l'ensemble de ces pointages-là sur l'ensemble des tickets qui ont été réalisés ou bien qui ont été déployés, OK. Et cela constitue la vélocité. Et tout à l'heure, je pense Arnaud a parlé de la moyenne. Effectivement, on va voir ça tout à l'heure. Donc, la moyenne intervient dans le sens où si vous avez réalisé plusieurs sprints, okay? Si vous avez réalisé plusieurs sprints et que vous souhaitez en fait avoir une moyenne de la vélocité de ces sprints-là, supposons que vous avez réalisé un sprint du mois de janvier, de février et de mars, OK? Et que avec des vélocités différentes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la somme de ces 3 sprints-là, la somme de ces 3 vélocités des 3 sprints et diviser ça par 3, puisqu'il s'agit de 3 sprints. Et comme ça, vous avez une moyenne. Donc, cette moyenne-là vous permet, en fait, de savoir à peu près à combien, en termes de vélocité, vous vous attendez pour le mois d'avril, par exemple. OK? Et donc, ça permet de faire des prévisualisations. Ça permet de prédire que, bon, OK, nous avons une moyenne, voici la moyenne, OK, voici le nombre de personnes au sein de l'équipe. Il manque peut-être une personne ou bien il y a 2 personnes, 2 membres de plus. Donc, avec cette comparaison, par rapport à la moyenne, on est capable de livrer telle vélocité pour le mois d'avril. Donc, ça permet de prédire hein, la performance de l'équipe les mois à venir et d'ajuster cela. OK? Donc, tout ce que je viens de dire là a été résumé ici, la vélocité totale des points ou éléments terminés lors du sprint. Okay. Donc, ici je présente la vélocité moyenne. D'accord? Alors, ici, nous avons des sprints. Nous avons le sprint 1, le sprint 2, le sprint 3, le sprint 4, le sprint 5. OK? Et voici les points qui ont été complétés. D'accord? On peut prévoir de livrer, en fait, 20 points pour un sprint et finalement, on finit par livrer 18. Le fait de livrer 18 n'est pas alarmant. Ça peut se justifier. Peut-être qu'il y a une personne qui est, qui était indisponible. Voilà. Donc, ce n'est pas alarmant, ce n'est pas du tout alarmant. Il faut juste trouver une raison à cela.
Et bien sûr, à la rétrospective, il faut s'améliorer. Donc là, nous avons un pointage de 18 pour le sprint 1, un pointage de 21 pour le sprint 2, un pointage de 20 pour le sprint 3, de 19 pour le sprint 4 et de 22 pour le sprint 5. Alors, la moyenne est simple à calculer. On fait juste la somme de ces pointages-là et on divise par 5 parce qu'il y a 5 sprints au total. Donc, ça permet d'avoir 20. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se dire que pour le sprint 6, on peut se dire que on va prévoir une livraison de 20 points. D'accord? Une livraison de 20 points si l'équipe reste intacte. Mais s'il y a un membre, en fait, qui ne sera indisponible, qui sera peut-être en vacances, ou voilà, s'il y a ce genre de prévision, on peut se baser là-dessus pour diminuer, en fait, pour ajuster, en fait, la vélocité moyenne. Et c'est comme ça, en fait, on arrive à prédire les performances de l'équipe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'agilité, ce qui est important, c'est de pouvoir prédire et de pouvoir justifier, en fait, les performances de l'équipe. Parce que parfois, certaines observations, si vous observez quelque chose, vous aurez l'impression que l'équipe en réalité n'est pas performante. Mais si vous regardez les chiffres, vous allez remarquer que peut-être c'est le contraire en fait. Donc, il est important de bien analyser les chiffres et de s'assurer effectivement que les choses vont dans le même sens. Donc, supposons qu'ici, vous prévoyez une livraison de 20 avec cette moyenne-là et que l'équipe finit par livrer 21. OK, 21. En réalité, l'équipe a très bien travaillé, c'est-à-dire a très bien performé. Mais si vous comparez les 21 directement par rapport au sprint 5, qui est 22, vous direz que l'équipe a baissé en termes de performance, mais c'est faux. En réalité, l'équipe n'a pas baissé en termes de performance, mais au contraire, l'équipe a plus performé en fait. Donc, il est important de bien analyser les chiffres au sein d'une équipe agile, surtout que les choses peuvent aller dans tous les sens. Donc, il est important de bien cadrer cela. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter à tout moment. Alors là, nous avons un graphique en fait qui permet de voir une comparaison entre ce qu'on a prévu de livrer, qui est en bleu, OK, en termes de points, et ce qu'on a finalement livré, d'accord, donc qui est en vert. Donc là, on a prévu de livrer autour de 17 et on a livré 17. Là, on a prévu de livrer beaucoup plus et on a finalement livré beaucoup moins. Donc, à ce niveau-là, une fois que le Scrum Master constate qu'il y a eu un grand écart entre ce qui a été prévu et ce qui a été finalement livré, donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas alarmant, ce n'est pas du tout alarmant, mais il faut justifier cela. Si vous ne parvenez pas à justifier cela en tant que Scrum Master ou en tant que chef de projet ou voilà, peu importe, c'est très grave. OK? C'est très grave. Ça veut dire que vous avez manqué de faire votre travail. Donc, il est important de justifier cela. Il est important il ne faut pas attendre la fin du sprint, en fait, pour faire ce genre de constat. Il faut faire un suivi permanent tout au long du sprint. Déjà, quand vous constatez que, il y a un problème de finition ou bien il y a beaucoup de tickets qui ne respectent pas la definition of done et qui ne pourront pas rentrer dans le calcul des biais qui sont terminés. Alors, il faut prendre des décisions, il faut organiser des rencontres avec l'équipe, il faut réajuster certaines choses pour que le sprint aille bien. Donc, pareil ici, il y a un écart, il y a un grand écart ici, un autre écart ici. Ça, c'est grave parce que ça peut ne pas être aussi grave. Hein. Ça, comme je le dis, ça peut se justifier. Mais deux sprints qui s'enchaînent et il y a une diminution ici. Il y a une diminution de la livraison ici également. Il faut se poser des questions. Pourquoi avons-nous prévu de livrer plus
et à chaque fois, on livre moins. Donc, il faut se poser des questions. Et ça, c'est la vélocité. Donc, c'est à travers la vélocité qu'on arrive à voir ça. Alors, ici, on voit que la performance a été la même et pareil pour ici. Donc, je suppose que l'équipe C a trouvé le problème et l'a réglé. C'est pour cela, voilà, on a une bonne prévision ici. Alors, une autre chose que je voudrais préciser, c'est que si vous êtes dans une équipe où on parvient à atteindre toujours ses objectifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prévoit de livrer un nombre de points et qu'on finit toujours par livrer ce nombre de points, là également, il y a un problème. Et le problème peut être que il n'y a pas assez de challenge au sein de l'équipe. OK? Il n'y a pas assez de challenge au sein de l'équipe. L'équipe ne se donne pas assez de challenge. C'est-à-dire que parfois, hein, il faut se challenger. Il faut prévoir, en fait, de pouvoir livrer plus. Si vous constatez que ce mois, vous avez pu livrer le pointage défini, le mois qui arrive, vous pouvez prévoir livrer un peu plus en fonction de la vélocité. OK? Et ainsi de suite. L'essentiel, c'est de savoir, à la fin, en fait, de savoir combien vous êtes en mesure de livrer sans vous donner trop de pression, sans trop de stress et voilà, en étant efficace. Et bien entendu, étant donné que l'environnement change en permanence, donc vous aurez besoin de vous réajuster à tout moment. Donc, est-ce que jusque-là, vous avez des questions? OK. Ben, on va évoluer. Alors, les erreurs à ne pas, en fait, les erreurs fréquentes que les équipes commettent. OK? La première des choses, c'est d'utiliser en fait la vélocité pour comparer les équipes entre elles. Ça, c'est quelque chose qui est à bannir. Et il n'y a pas que la vélocité, il y a aussi le pointage des tickets. OK? Je vois dans plusieurs équipes où on définit un standard. On définit un standard de pointage pour plusieurs équipes afin de les comparer. Si vous faites ça, c'est que vous avez manqué la philosophie derrière la vélocité, derrière le pointage, derrière même l'agilité en elle-même. OK? C'est impossible de comparer deux équipes à partir de la vélocité. La même équipe peut se comparer à elle-même, mais comparer deux équipes, c'est quelque chose qui est à bannir parce que une tâche considérée comme un point au sein d'une équipe A peut être considérée comme 2 points au sein d'une équipe B. Donc, comment vous faites pour comparer ces deux choses? C'est impossible. Et il y a aussi une chose, c'est que dans certaines entreprises, on définit la performance de l'équipe euh, par rapport de, au nombre de points livrés à la fin du sprint. Ça également, c'est dangereux. Il faut plutôt voir la satisfaction, il faut plutôt chercher la satisfaction du client ou la satisfaction des utilisateurs plutôt que de vouloir voir le nombre de points livrés. Parce que le nombre de points livrés, ça peut amener en fait l'équipe en fait à gonfler ses points. Euh, et c'est trompeur. On peut livrer plusieurs points, mais sans vraiment avoir la satisfaction du client. OK? Ou bien sans vraiment livrer de la valeur. Donc, il est important de mesurer la performance de l'équipe par rapport à la satisfaction du client ou du représentant du client qui est le product owner, plutôt que de chercher à voir le nombre de points livrés. Alors, la voir comme une mesure de performance individuelle. Donc, il ne faut pas, à la fin voilà, du sprint, faire la somme des points livrés par un développeur et le comparer à un autre développeur. Ça ne se fait pas parce que dans certaines équipes, il peut arriver qu'il y a des développeurs qui, ça dit, chaque équipe est différente. Hein. Il peut arriver qu'il y ait un développeur qui est senior, qui maîtrise beaucoup de choses, OK, et à qui on sollicite beaucoup d'aide. Vous êtes d'accord avec moi que ce développeur senior-là n'aura pas le temps de réaliser ses propres tâches, mais va permettre à plusieurs autres, OK, de finir leurs tâches. Donc, en ce moment, si vous faites juste une comparaison
du nombre de points livrés, vous allez tout droit dans le mur parce que vous finirez par dire, par exemple, aux développeurs que, bon, OK, on va te changer de mandat parce qu'on voit que bah, tu n'es pas à l'aise dans ce mandat ou dans cette équipe et tout, et que tu ne livres pas comme il faut. Mais dès que ce développeur va sortir de ce mandat, l'équipe va aller tout droit au mieux parce que c'était grâce à lui que les choses avançaient correctement. Donc, il faut être réaliste. Il faut être réaliste et vérifier les bonnes choses plutôt que de se servir des chiffres pour pouvoir faire un mauvais diagnostic. Donc, tenter de l'augmenter artificiellement. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que dans certaines entreprises, euh, on donne des objectifs à certaines équipes et ces objectifs sont liés en fait à la vélocité. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas demander à une équipe de livrer une vélocité par mois. OK? Ça ne marchera pas parce que l'équipe va tenter de l'augmenter artificiellement pour pouvoir satisfaire le client ou voilà, les contrats. D'accord? Donc, il est important d'avoir ça en tête. Donc, changer la méthode d'estimation en cours de route. Ça aussi, ça peut induire en erreur. Parce qu'une fois que vous allez changer la méthode d'estimation, euh, un pointage qui peut-être valait un point dans l'autre estimation peut valoir peut-être 5 points dans cette estimation-là. Et c'est difficile de, de voir et de comparer en fait les sprints passés des sprints à venir. Et voilà, ça va engendrer un chaos en fait. Une autre chose, oubliez que la vélocité est propre à chaque équipe. Donc ça, je l'ai déjà dit. La vélocité est propre à chaque équipe. Il ne faut pas comparer deux équipes. Il ne faut pas comparer deux équipes par rapport en fait à leur vélocité. Il faut plutôt chercher à savoir à quel point ils arrivent à livrer de la valeur, à quel point ils arrivent à satisfaire en fait le client ou les utilisateurs. Alors, est-ce que vous avez une question? S'il n'y a pas de question, on va continuer. Alors, en termes de bonnes pratiques, utiliser la vélocité en fait pour aider l'équipe à planifier. OK? Donc, ça également, je l'ai déjà dit. La vélocité permet de savoir, bon, OK, euh, avec cette vélocité moyenne et avec cette tendance de vélocité, euh, et voilà, avec les, la capacité de l'équipe actuelle, on sera capable de livrer tel nombre de points pour le sprint à venir. Donc, il faut également se concentrer sur une stabilité, hein, plutôt que de chercher tout le temps à livrer plus, à livrer plus. L'objectif, c'est de pouvoir prédire. Et s'il y a trop d'écart d'un sprint à un autre, c'est difficile de prédire. Donc, il faut chercher une performance, mais une performance stable, que l'équipe ne soit pas trop stressée, qu'elle puisse livrer à chaque sprint et que l'équipe soit stable tout au long du projet. Donc, l'utiliser comme indicateur interne, donc pas comme une pression extérieure, d'accord? Donc, souvent, le pointage est fait au sein de l'équipe. Ça, c'est important de le garder. Il ne faut pas que ça intervienne d'ailleurs. Il faut que ce soit les membres de l'équipe qui fassent le pointage. OK? Il ne faut pas que ce soit un chef quelque part qui vienne et puis, voilà, qui met de la pression, voilà, qui dit par exemple qu'on doit forcément livrer tel nombre de points. Ce n'est pas ça le but. Parce que si vous voulez livrer tel nombre de points, l'équipe peut s'arranger hein, à augmenter les pointages pour vous livrer ce que vous cherchez, mais sans livrer de la valeur. Donc, il est important de savoir que c'est au sein de l'équipe et ça permet à l'équipe de s'améliorer. Donc, ne pas paniquer si elle varie légèrement. Donc, si elle varie, il ne faut pas paniquer. Il faut trouver la raison et s'améliorer pour les sprints à venir. Donc, c'est ça qui est important. Et vous verrez que dans tout ce que je suis en train de dire, il est important que l'équipe incarne les valeurs Scrum, OK, ou les valeurs liées à l'agilité. Donc, le respect, l'engagement, le courage, le focus. Donc, il faut que l'ensemble de ces valeurs-là soit au sein de l'équipe. Parce que si ces valeurs ne sont pas au sein de l'équipe,
ça sera difficile, en fait, au chef ou au directeur technique ou peu importe de faire confiance, en fait, à l'équipe. Parce que souvent, c'est le manque de confiance qui amène, en fait, les managers ou les personnes, les chefs à s'immiscer au sein de l'équipe et à vouloir imposer des objectifs à l'équipe. Donc, il est important, ça c'est le travail du Scrum Master. Il faut que le Scrum Master, en tant que coach, arrive à travailler sur les valeurs au sein de l'équipe. Donc, ça, c'est capital, en fait. Alors, cas d'usage concret, j'en ai déjà donné un exemple, par plusieurs même, OK? Donc, une équipe qui planifie en fait un sprint de 2 semaines, OK? Sa vélocité moyenne est de 24 points, OK? Donc, cette équipe-là peut choisir de livrer peut choisir un backlog de sprint avec environ 24 points. Du moins, ça va tourner autour de 24 points en fonction de la capacité de l'équipe. C'est-à-dire que s'il y a un membre qui manque, bien évidemment, on va diminuer hein, le nombre de points cibles parce que il y a un membre qui manque. Donc, il est important d'avoir ça en tête. Et ça, c'est le rôle perpétuel du Scrum Master. Il faut qu'à chaque fois, le Scrum Master, bien sûr, avec la participation de l'équipe, puisse bien définir les objectifs, puisse faire le suivi et puisse savoir relever les vacances des membres de l'équipe. C'est très important de savoir que au cours de ce sprint-là, il y a ce membre-là qui va prendre ses vacances. Donc, ce membre-là ne sera pas là. Il faut déterminer le nombre d'heures que ce membre ne sera pas là. OK? Et réussir à le retirer des objectifs pour ne pas être surpris à la fin du sprint. Donc, ça fait en fait partie de la planification du sprint. Bien entendu, il peut y avoir des imprévus. Donc, tout au long du sprint, il faut que l'équipe soit aux aguets pour pouvoir s'adapter au fur et à mesure. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à la vélocité? Moi, non, c'est bon pour moi. Ok, super. Après cette présentation, est-ce qu'il y en a parmi vous, vous pouvez juste lever la main, je vais vous compter. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pouvez utiliser en fait la vélocité au sein de votre équipe? Ok. Il y a une seule personne. Ok. Emmanuel. Ok. C'est sûr que la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes des développeurs et ainsi de suite. Bon, moi, je vous conseille, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à grande échelle au sein de votre équipe, OK? Vous pouvez l'utiliser pour vous-même, pour pouvoir faire un suivi, OK? Et à travers ce suivi-là, faire des propositions à votre équipe. Vous n'êtes pas obligé d'être le Scrum Master, le chef d'équipe ou peu importe, pour pouvoir proposer cette suivi-là. Donc, moi, je vous le conseille. Allez-y, allez-y lire là-dessus. Si ce que nous avons dit ici n'est pas suffisant, allez-y lire là-dessus et utilisez-le même dans vos tâches quotidiennes. Essayez de vous fixer des objectifs et de vous adapter au fur et à mesure. Vous allez voir que vous faites beaucoup de choses et que ces choses-là peuvent être mieux planifiées en fait. Alors, en termes il y a plusieurs, comme je l'ai dit, hein, il y a plusieurs métriques. Bon, c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer au travail de tout cela. Donc, il y a la vélocité, mais à part la vélocité, il y a ces 6 autres métriques-là. Il y a bien d'autres, hein. Il y a bien d'autres. Donc, je vais passer à travers les 6 rapidement, d'accord? Alors, le burn down fact, ça, c'est un graphique, en fait, qui permet de... Euh, attendez, je vais voir si je peux faire une recherche comme ça, je vous montre une image.
Comme ça, c'est plus simple. Alors, voici à quoi ressemble, voici à peu près à quoi ressemble le burn down chart, par exemple. Je voudrais vous montrer ça. Voilà. Donc, c'est un graphique comme ça, où sur l'axe des abscisses, nous avons le nombre de jours et ici, nous avons le nombre de points. OK? Donc, les points dont nous avons parlé tout à l'heure. Et l'avantage de ce graphique-là, c'est qu'on a la possibilité de voir le nombre de tâches qui restent à livrer. Donc, étant donné que le pointage est de 0 à 25, donc plus ça descend, si on arrive ici, on sait que il reste 15 points à livrer. Si on arrive au niveau de, voilà, de 10, on sait que il reste 10 tâches à livrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'avantage de ce graphique-là, c'est de savoir combien de points, OK, il nous reste à livrer, quelle est la tendance de livraison, OK, et donc de prévoir la fin du sprint, OK, la fin du sprint en fonction des tendances. Donc, là, vous avez une ligne jaune qui montre à peu près la tendance, d'accord, qui montre à peu près la tendance en fonction de l'évolution. Donc, ça, c'est l'évolution réelle en rouge et la ligne jaune montre l'évolution de, c'est-à-dire la tendance, OK, globale. Donc, avec cette tendance globale, on sait que le sprint va terminer ici. Donc, ça permet déjà de visualiser si nous sommes en avance ou nous sommes en retard en fonction voilà, de la fin du sprint. Donc, l'autre chose aussi, c'est que si vous constatez des descentes, donc là, vous avez vu, c'est parti de 25 à 20. Donc, c'est descendu, ça a été réalisé d'un coup. Et là, ça a traîné. Ça a traîné pendant un temps avant de redescendre encore. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faudrait qu'il y ait une continuité assez stable dans la réalisation des tâches. OK? Il ne faudrait pas qu'il y ait des arrêts, puis des départs, ensuite des arrêts. Ce n'est pas intéressant. Donc, ça, c'est des choses que le Scrum Master peut observer et voilà, amener l'équipe à trouver la cause de ces choses-là pour pouvoir fournir des solutions à ça. Okay? Donc, ça, c'est le burn down chart. Alors, son autre ami, qui est juste le burn up. Voilà, c'est juste le mot qui change un peu. En fait, contrairement au burn down, c'est que lui, il monte en fait. Et j'imagine que vous allez le deviner. Lui permet de voir en fait le nombre de tâches qui a été déjà réalisé. Donc, par rapport au burn down, c'est plutôt le nombre de tâches qui restent à réaliser. OK? Le nombre de tâches qui restent à réaliser au niveau du burn down chart. Et au niveau du burn up chart, c'est le nombre de tâches déjà réalisées. Donc, là également, ça permet de faire des prévisions. OK? On observe ce qui a été réalisé, ce qui a été déjà réalisé, et on fait des prévisions en fonction de ça. Donc, disons, le burn up n'est pas souvent utilisé, c'est plus utilisé dans des équipes où il y a beaucoup de changements. Si vous constatez que dans votre équipe, tout le temps, le client demande des changements, tout le temps, le client rejette certains tickets ou a une idée, ensuite change l'idée, ainsi de suite. Si vous constatez cela, il est important d'avoir le burn-up. Comme ça, vous êtes en mesure de savoir quels ont été les mouvements dans les sprints passés ou dans les tâches passées et comment on peut utiliser ces mouvements-là pour pouvoir prédire les sprints à venir. Donc, le burn-up, comme je l'ai dit, permet de contrôler en fait, ou du moins d'analyser l'évolution des tâches qui sont déjà passées pour pouvoir améliorer les tâches à venir. Donc, c'est ça. Ensuite, nous avons le diagramme de flux cumulé.
Alors, je vais faire également une recherche. Je n'ai pas eu le temps de récupérer les images. Bah, je pense que je vais essayer. Cumuler. Alors, on va prendre ça. Ça aussi, c'est intéressant, mais on va prendre ça. Alors, ici, je pense que je vais zoomer ça comme ça. Voilà. Ici, vous avez, bon, j'espère que c'est assez clair, hein, sinon je vais peut-être zoomer un peu. Vous avez le diagramme de flux cumulé. Alors, ce diagramme-là, ça permet d'observer, OK, la continuité de l'évolution des tâches. D'accord? Donc, en violet, ici, par exemple, vous avez les tâches à réaliser. D'accord? En bleu, vous avez les tâches qui sont en cours. En rouge, vous avez les tâches qui sont en cuillé. Et en vert, les tâches terminées. D'accord? Donc, déjà, lorsque vous voyez l'évolution, vous allez constater que ça varie par moment. Ici, par exemple, il y a une lenteur, d'accord, une lenteur de, bah, disons, une évolution, une bonne évolution ici. Ensuite, ici, ça ralentit un tout petit peu. Et d'ici à ici, c'est resté un peu stable, entre griffes, ok? C'est-à-dire que il n'y a plus beaucoup de tâches qui sont rentrées in progress, c'est-à-dire qui sont dont on a commencé à travailler là-dessus, c'est-à-dire qui sont en cours. OK? Les tâches sont stabilisées à ce niveau. Et le rôle du Scrum Master, lorsque le Scrum Master voit une ligne droite comme ça, alors le Scrum Master doit aller analyser pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un jour férié? Est-ce que c'était des jours fériés? Bah, je vois que c'est du 21 mars au 22 mars. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu moins de tickets qui sont rentrés? Ou voilà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, ça, on doit analyser cela pour trouver la cause, pour pouvoir justifier cela et peut-être éviter cela à l'avenir. Donc, ça, c'est très important. OK? Alors, ici, vous avez le WIP, la limite du WIP. Le WIP, en fait, c'est Work in Process, c'est-à-dire que le travail qui est euh, qui est dans le circuit, en train d'être travaillé. Donc, c'est pour cela que ça inclut le travail qui est en cours, plus le travail qui est en QA, puisque en QA, bah, c'est en cours, c'est en train d'être testé. Je n'ai pas encore terminé, donc c'est toujours en cours. Donc, ça permet au Scrum Master ou voilà, à l'équipe de voir le travail qui est en train d'être réalisé, sur lequel les membres de l'équipe sont en train de travailler. Et souvent, on définit un WIP, c'est-à-dire que WIP limits. On définit une limite de WIP. On peut se dire, par exemple, que nous sommes une équipe de 7 personnes. Chaque personne doit travailler uniquement sur un ticket. Et donc, la limite du WIP, c'est 7. Donc, ça veut dire que s'il y a plus de 7 tickets qui sont in process au sein de, voilà, de l'équipe, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut réajuster, il faut voir qui au sein de l'équipe a plus voilà, d'un ticket en cours. Et voilà, essayer de l'aider pour que ça puisse être réajusté. Donc, nous avons le temps de cycle. Le temps de cycle, c'est le début, lorsque le travail a commencé, à la fin. Donc, ça se manifeste par ça. Donc, là également, en tout cas pas le chef de projet, mais le Scrum Master, voilà, dans certaines équipes, c'est le chef de projet qui vérifie tout ça. Donc, la personne en question doit pouvoir visualiser ça et identifier lorsque le temps de cycle est trop long. OK? Le temps de cycle est trop long, il faudrait qu'il puisse identifier cela et puisse trouver des solutions à ça. Donc, il y a le lead time. Le lead time, c'est de l'ouverture du ticket à la fermeture du ticket. OK? Mais la différence avec le temps de cycle, c'est qu'au niveau du temps de cycle, c'est le début. Lorsqu'on commence à travailler, ce n'est pas l'ouverture, mais c'est plutôt le début du ticket. Lorsqu'on commence à travailler sur le ticket à sa fermeture. Donc, ça, c'est le diagramme de flux cumulé.
Alors, on a vu le temps de cycle tout à l'heure, le diagramme de flux cumulé, le WIP, on a vu aussi, et le control chart. Je vais vous montrer ça ici. Voilà cela. Alors, c'est un diagramme ou voilà, un schéma, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, mais qui permet en fait d'identifier le temps qu'on met pour réaliser certains tickets et de visualiser la moyenne en termes de la moyenne de réalisation des tickets. C'est-à-dire, quand vous regardez un point ici, c'est-à-dire que ce ticket-là a mis très peu de temps à être réalisé. Donc, le temps est sur l'axe voilà, au niveau d'ici. Donc, nous avons 0, 10, 20, 30, 40, 50. Et là, nous avons voilà, les dates, c'est-à-dire la date à laquelle ça a été fermé. Donc, ce ticket-là, par exemple, a été fermé quelque part ici. OK? Mais ça a mis très peu de temps. Vous voyez que c'est proche du 0. Mais par contre, au même moment, il y a un autre ticket qui a été fermé au même endroit, d'accord, presque au même endroit, mais qui a mis plus de 20, voilà, près de 30 jours à être livré. OK? Et la moyenne donne quelque chose ici. Voici la moyenne ici. Maintenant, le fil bleu, en fait, montre un peu la tendance. D'accord? Donc, ça montre un peu la tendance, c'est-à-dire de l'évolution. Donc, l'objectif de l'équipe, c'est de rester proche du fil jaune. D'accord? C'est de rester proche du fil jaune. C'est ce qui va permettre, en fait, de pouvoir planifier dans le futur. Donc, bien évidemment, il faut trouver des astuces pour pouvoir rapprocher les tickets voilà, d'ici, pour que les tickets s'approchent d'ici. Parce que quand c'est trop éloigné, voilà, on aura du mal, en fait, à prédire le futur. OK? Donc, j'ai mis ça en bonus, j'ai mis ce graphique en bonus parce que c'est un graphique un peu compliqué à comprendre, surtout si vous n'avez pas l'habitude des métriques agiles. Donc, moi, je vous conseille d'aller faire des recherches, d'accord? Je vous conseille d'aller faire des recherches. Ce qu'il est important de retenir, c'est que c'est un graphique qui permet de voir à peu près combien de jours, en fait, dans combien de jours nous faisons nos livraisons. Donc, ici nous sommes nous sommes près du 10e jour. Voici la tendance. Et bah voilà. Il y a une main levée, Stéphane. Oui, tu peux y aller. Oui, je voulais demander, est-ce qu'il y a un logiciel dans lequel, ou plutôt un outil, hein, dans lequel, rien qu'en renseignant les points et les tâches à réaliser et autres là, le logiciel puisse produire ce genre de graphique-là à la sortie? Alors, c'est un graphique. Ce graphique-là est sorti de Jira. OK, Jira, c'est un graphique qui se trouve dans Jira par défaut, c'est-à-dire vous pouvez l'observer à tout moment. Mais c'est quelque chose aussi qui peut être fait dans Excel, hein, ou peu importe, une fois que vous avez les données. Mais je ne connais pas de logiciel où on peut rentrer les données et ça nous sort le graphique, à part Excel et puis voilà. Pour les, pour les outils de suivi de projet comme Jira, voilà, Azure DevOps, c'est des graphiques qui sont là par défaut. Donc, vous avez accès à ça. Il vous suffit de bien gérer vos tickets, de fermer vos tickets quand il le faut, de les ouvrir quand il le faut. Et puis, vous avez accès directement euh, à ce graphique-là qui vous permet en fait de voir à peu près les tendances. Voilà, Power BI aussi, j'imagine. Je ne l'ai pas testé moi-même. Donc, oui, Arnaud. Moi, c'est peut-être relativement à toi, hein. Est-ce que tu as déjà présenté ce genre de graphique à ta direction en cas de projet ou autre? Oui, oui, nous, on l'utilise au sein de l'équipe, puisque moi, je suis en mandat, OK? Le client, en fait, chaque client a son exigence, OK? Ben, nous, on l'utilise au sein de notre équipe pour pouvoir voir, en fait, les tendances, d'accord? Ça nous permet de voir que lorsqu'il y a trop d'écart, lorsqu'on constate qu'il y a des groupes de tickets qui ont trop d'écart, qui sont trop éloignés, soit par ici ou par ici, bah, on s'en va regarder pour voir pourquoi il y a cela, OK?
Donc, c'est un graphique de tendance, comme on le dit. C'est un graphique qui permet euh, de prédire un peu lorsque tu as un ticket, OK, de savoir que bah, ce ticket peut mettre tel nombre de jours à être terminé, en fait. Donc, en général, la direction, je ne sais pas s'ils seront, à moins que la direction comprenne ce que c'est que le contrôle chart, mais je pense que vous allez les embrouiller si vous allez avec ce graphique-là. Vous pouvez partir avec des statistiques simples comme nombre de points livrés, en fait prévu versus nombre de points livrés, en fait des choses assez simples pour qu'ils comprennent, pour qu'ils aient en fait voilà, des choses simples en tête directement. Mais si vous allez avec ce graphique-là, je pense que vous allez les embrouiller. C'est quelque chose qui peut être utilisé en équipe ou par exemple si vous êtes au sein d'une grande équipe agile, au sein d'un grand train, un train par exemple où il y a plusieurs équipes Scrum, bah, vous pouvez aussi l'utiliser pour voir les tendances, OK? Et voilà, pour pouvoir s'améliorer. C'est bien compris. Mais comme je le dis, si votre direction est une direction qui est habituée de ces graphiques, de ces choses-là, bah, ils peuvent être bien intéressés. C'est toujours plus intéressant lorsque vous leur montrez cela, bah, s'ils savent ce que c'est, alors vous pouvez leur montrer, ils vont comprendre. Mais si vous devez leur expliquer, peut-être qu'il faudra peut-être leur expliquer en amont avant de leur montrer le graphique plus tard. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, Erich, je voulais compléter que la direction peut être intéressée par ce graphique quand il y a trop de retard de livraison de tickets ou trop de tickets en souffrance. On peut chercher à voir dans les détails qu'est-ce qui peut expliquer ça. En ce moment, c'est intéressant pour la direction. Sinon, comme tu l'as dit, des informations simples, nombre de tickets rentrés, nombre de tickets sortis, nombre de tickets en cours sur une période. S'il n'y a pas trop de problèmes, les détails ne m'intéressent pas trop. Effectivement, effectivement. S'il n'y a pas trop de problèmes, les détails n'intéressent pas trop. Donc, effectivement, si vous savez, quand vous allez, si c'est sur Jira, par exemple, vous avez la possibilité de cliquer sur ce ticket-là, par exemple. Vous pouvez cliquer là-dessus et voir il s'agit de quel ticket. Donc, ça aussi, ça peut intéresser à la direction de savoir bah, pourquoi ce ticket, par exemple, celui-ci, qui a mis près de 40 jours pour être livré, pourquoi il a mis autant de temps à être livré. Donc, les directeurs peuvent cliquer là-dessus et savoir il s'agit de quel ticket, voir les commentaires du ticket et comprendre ça, ou bien demander cela au Scrum Master ou à l'équipe. Donc, effectivement, dans ce sens-là, ça peut aider la direction à voir quels sont les problèmes. Mais en général, le Scrum Master, si le Scrum Master fait son travail, OK, il doit pouvoir analyser tout cela en amont, justifier cela avant même d'aller vers la direction. Parce que quand tu t'en vas vers la direction, tu connais déjà les problèmes, tu connais leurs causes et tu as déjà les solutions. Et quand tu te présentes devant la direction, bah, tu dis, bah, voici ce qu'on a eu comme problème, s'il y en a, voici les solutions qu'on a adoptées. Et bah, si la direction demande les preuves, peut-être que vous allez leur sortir ces graphes et ces trucs-là. Voilà. Allez. Est-ce qu'il y a une autre question? OK. Bah, je pense que nous sommes arrivés à la fin. J'espère que cet atelier-là vous a vraiment plu et que vous allez utiliser certains de ces métiers que nous avons vus aujourd'hui dans votre équipe. Moi, je vous encourage à l'utiliser. Ça a l'air de rien, mais lorsque vous vous mettez à l'utiliser, lorsque vous-même vous mettez à comprendre le fond de ces métriques-là, ça va vraiment vous permettre de faire un bon suivi, de voir les résultats réels. Parce que parfois, il y a de faux jugements au sein des équipes. On se base sur des statistiques
quelques chiffres là pour se dire que l'équipe n'est pas performante. Mais en réalité, si on analyse en termes de capacité de travail, c'est-à-dire combien de personnes ont travaillé durant le sprint, les difficultés qu'ils ont rencontrées, voilà. Si on analyse vraiment en profondeur, soutenu par des chiffres, on se rend compte qu'en réalité, l'équipe a plus performé voilà, que les autres jours. Donc, il est important d'utiliser des métiers pour pouvoir soutenir, en fait, voilà, ces décisions ou ces observations. Alors, je sais qu'il y a des chefs de projet au sein, voilà, qui est connecté. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Est-ce que vous avez des métriques à recommander? Et voilà. Je sais que Stéphane, je pense que toi, tu dois avoir déjà utilisé d'autres métriques et tout. Ou Arnaud aussi, je pense. Donc, est-ce que vous avez des recommandations de d'autres métiers que vous connaissez? J'ai dit pour moi, ça va. Hein. Je pense que c'est des éléments importants donc, qui vont aussi nous aider, surtout en équipe. Désolé, j'ai mes enfants qui sont en train de me fatiguer là. Pardon. Ouais, pas de problème. Alors, oui, vas-y, Stéphane. Bon, pour ma part, je suis resté longtemps dans le waterfall. Donc, je mets un peu pied dans l'agile maintenant avec les nouvelles mises à jour qui sont apparues dans MS Project. Donc, je suis toujours en étude. Il y a certainement des graphiques qui sont générés automatiquement, mais je suis plus en observation de l'agilité que je n'ai pas encore pratiqué à fond. Mais bientôt, dès que j'aurai tiré tout ça là au clair, je pourrais peut-être produire des tutoriaux que je mettrai quand même dans le groupe dans lequel nous sommes tous. Voilà. Ok, ça marche. Déjà, merci. Merci à vous. Merci de vous être connectés. On a dépassé 1 heure de temps. Mais vous êtes restés. Ça montre que c'était assez intéressant. Donc, si vous souhaitez, s'il y a un sujet que vous souhaitez présenter pour les prochaines sessions, contactez-moi. Voilà, l'un d'entre vous peut présenter un sujet. Si vous avez quelque chose que vous souhaitez partager avec la communauté, contactez-moi et puis c'est vous qui allez voilà, animer la prochaine session. Et puis, en tout cas, je vais vous aider à préparer cela pour que ce soit correct. Donc, si vous avez des sujets pertinents, des choses que vous voulez présenter, des choses que vous, même si vous ne maîtrisez pas, hein, des choses que vous souhaitez présenter, contactez-moi et puis on va essayer d'organiser ça. Donc, je vous remercie. Merci de vous être connectés. Et on va se dire à la prochaine session qui va se dérouler le samedi prochain. Voilà, je n'ai pas la date devant moi, mais le 21. Voilà. Le 21 à la même heure. Et si vous avez des sujets, si vous souhaitez que des sujets soient présentés, mais que vous ne pouvez pas présenter, proposez-les dans le groupe WhatsApp. Et puis, on va essayer de préparer ça pour vous. Merci encore et on se dit à la prochaine. Merci. Bon week-end. Merci. Bon week-end.